exactement là où je veux en venir. Voilà je ne vais pas le dire. Mais je ne voulais pas le dire, je me défilais un petit peu. Et de ce point de vue, c'est sympa que vous le disiez. Et de ce point de vue, l'écologie politique est une imposture. Voilà. Aymeric Guisset, qu'on n'a pas encore entendu. Oui, c'est une imposture sur plusieurs plans, sur toutes les décisions qui sont prises et le discours qui est tenu. C'est finalement le discours politique de l'écologie, c'est une écologie du laisser-faire, c'est-à-dire finalement il y a un problème, on le voit, mais on fait rien. Alors que ce qu'il faut faire, et notamment vous avez dit sur les retenues d'eau, c'est une question d'aménagement et d'adaptation des territoires pour faire face aux événements imprévus, cataclysmiques auxquels on est confronté. Et là, on a besoin d'une vision beaucoup plus pragmatique sur des infrastructures, sur l'utilisation du progrès, comment on peut utiliser des nouvelles techniques. Utiliser le feu par le feu, ça paraît disruptif, mais si ça fonctionne, allons-y. Et en face, on va avoir des gens qui sont plutôt dans l'idéologie, qui n'ont pas envie finalement forcément de trouver des solutions, mais plutôt qui vivent des problèmes finalement et qui entretiennent un discours politique sur un climat qui est délétère. Je rejoins tout à fait Vincent Ward sur cette question-là. Ils ne peuvent pas apporter les bonnes solutions. Alors, avant que vous arriviez, Aymeric Guisset, Albert Bati disait, je reprends ces termes, hein, on s'en fout de la situation. Voilà ce que disait Albert Bati, on s'en fout. Je crois pas. Non, mais on s'en fout du point de vue des dirigeants, de ceux qui... Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Ah, des dirigeants écologistes. Oui, tout le monde s'en fout. Tu disais Albert Bati, je ne trahis pas vos propos. Non, je dis que la question, quand on en parle comme ça gentiment, on le dit pour mettre un petit peu quelques pansements, hein, ça fait bien. J'ai un super discours, je passe à la télé, oui, alors c'est grave, hein. C'est dur, hein. Il faudrait agir. Mais en fait, derrière, dès que les caméras sont éteintes, allez, hop, stop, on s'en fout. Je pense que c'est dramatique pour les habitants, ceux qui ont perdu leur maison, allez leur dire que finalement tout le monde s'en fout. Vous nous rejoignez sur les propos, ils s'en foutent. Je peux pas croire que les gens s'en foutent. Les gens dans les maisons brûlent, ça je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Ils s'en foutent pas. Après, moi j'ai encore, peut-être parce que je suis jeune, j'ai encore cette naïveté de penser que les gens qui s'engagent pour le service public, il y a quand même encore l'idée de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est qu'on dégraisse. Oui, alors là, il y a des contraintes énormes de budget, avec des règles de partout, de la règle des 3%. On a fait un quoi qu'il en coûte, et puis finalement, maintenant, c'est plutôt combien ça coûte. Et il y a toutes ces questions. L'équation budgétaire, d'allocation de moyens, elle est compliquée, mais on n'est pas démunis. On voit la solidarité européenne, il y a des choses qui peuvent être faites. Attention là-dessus, à la solidarité européenne, parce que reconstruire les moyens de la sécurité civile, c'est une chose, mais pour les reconstruire de manière ample, il faudra bien s'extraire des cadres des pactes d'austérité européens. Ça veut dire qu'il va falloir jouer sur plusieurs leviers pour parvenir à un résultat qui soit convenable. Alors attention aussi à l'Europe de ce point de vue. Ah oui, non, mais sur la règle des 3%, il y a un débat de savoir est-ce que finalement on sort un peu de cette règle des 3%, vu que finalement le Covid a explosé cette règle des 3%. Mais pourquoi on sort un peu et c'est obligatoire? Mais justement... Non mais pourquoi donc on dit on sort un peu? Justement, j'arrive, la nuance arrive. La nuance arrive sur finalement les 3%. Les 3%, ils sont... On peut les comprendre sur des questions de fonctionnement. C'est pas possible d'être en déficit structurel uniquement sur des dépenses de fonctionnement. Mais sur des dépenses d'investissement, on peut justifier un déficit sur des dépenses d'investissement. Parce que l'investissement, comme son nom l'indique, on le rentabilise après. Finalement, de toute façon, catastrophe naturelle. Il faut de toute façon, obligatoirement... Catastrophe naturelle, oui. Bon. Messieurs, les débats sont très animés ce matin et tant mieux, on est là pour ça. Midi News Weekend se poursuit. On se retrouve dans quelques instants après la pause publicitaire et on parlera justement de la tribune des professionnels du feu. Je suis sûr que ça va alimenter ce débat. Belle matinée, vous êtes sur CNews, à tout de suite. Bienvenue sur CNews, c'est Midi News Weekend qui se poursuit tout de suite. Place à l'info avec Arthur Muriot. À la veille de la fête de l'Assomption, Gérald Darmanin appelle à la surveillance des lieux de culte catholiques. Dans un télégramme adressé au préfet, il demande de renforcer significativement la surveillance des églises en raison d'une persistance du risque terroriste. Chaque 15 août, la fête de l'Assomption rassemble des milliers de catholiques dans tout le pays. Depuis une semaine, des tirs de missiles ont lieu à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijia. Elle est située dans un territoire ukrainien passé sous le contrôle des pro-russes. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de ces frappes. La crainte d'une catastrophe nucléaire grandit. Les autorités ukrainiennes appellent donc à la démilitarisation de la zone et au retrait des troupes russes qui occupent le site depuis mars. Le Français Gary Hunt remporte la 4e manche de plongeon de haut vol, aussi appelé cliff diving. Il s'était lancé depuis le sommet de l'Opéra d'Oslo, un plongeon de 30 mètres de haut. Il a obtenu 444,90 points et part donc grand favori de ce championnat d'Europe.
impressionnant en tous les cas. Merci Arthur Muriot, on se retrouve dans 30 minutes. Et Midi News Weekend se poursuit avec mes invités qui vont m'accompagner jusqu'à 11h30 avec Albert Batty, entrepreneur et essayiste en pleine forme ce matin, Vincent Roy, journaliste et essayiste, et Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion Le Millénaire. Alors que les feux ont détruit près de 8000 hectares en Gironde, 10 000 personnes ont dû être évacuées, laissant évidemment leurs habitations libres en proie à des personnes qui pourraient être mal intentionnées. Et oui, ça existe. Pour lutter contre les pillages, une équipe de gendarmes patrouille. Reportage de Thibaut Marcheteau. Dans les rues désertes de cette ville qui a dû être évacuée, cette équipe de gendarmes veille sur les habitations, des proies idéales pour les cambrioleurs. Les volets sont restés ouverts, mais vraisemblablement il n'y a personne. C'est traversant, donc on arrive à voir au travers les fenêtres que l'habitation n'est pas occupée. Au-delà de sécuriser les maisons et de veiller aux animaux qui sont restés dans les jardins, les gendarmes prêtent attention au respect des consignes données par les pompiers pour les aider dans la lutte contre les flammes. On a demandé aux habitants de laisser le portail ouvert, c'est pour que les pompiers puissent se rendre directement au plus près des maisons pour protéger les biens. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y avait à peu près un camion de pompiers par habitation sur toutes les habitations qui étaient en bordure de forêt. Le but étant de protéger au maximum les biens. La préfecture a ouvert une cellule d'information ainsi qu'une cellule psychologique pour les quelques 10 000 habitants évacués. C'est terrible, hein, alors que Oui. la plupart des Français touchés par les incendies vivent un véritable drame, d'être obligés de... Mais malheureusement, c'est souvent le cas. Hein. Mais oui, c'est un peu ce que disait Albert tout à l'heure. Il faut penser aux gens qui sont vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire que si chaque année, ces gens sont au cours de ces périodes de feu intense, et dans ces régions, si les gens sont chaque année évacués de leur propre maison, etc., au bout d'un moment, ça devient invivable, d'autant qu'ils prennent peur tout à la fois pour leurs animaux et pour leurs biens, parce que, évidemment, les maisons seules dans les villages sont à la merci ou de vol ou de pillage. Ça pose un certain nombre de difficultés, comme vous le rappeliez tout à l'heure, évidemment. Albert Batty. J'irai plus loin encore. Hein. Je veux vraiment pas taquiner les gens, mais on a l'impression même que c'est une bande organisée, puisque les feux sont criminels. Les feux sont criminels, vous savez très bien, puisque maintenant on a l'habitude de ce que ça va répercuter. Et puis vous avez des gens qui profitent de la détresse de ces personnes-là, que ces personnes-là ne soient plus là, qu'elles soient évacuées, et qui vont payer. Bon, on est vraiment avec des gens, je pense, qui ont un vrai problème. Avec le réel. Avec le réel. Mental, de toute façon, ces gens-là sont perturbés. Déjà, de mettre le feu à des forêts, il faut avoir un petit problème. Mais ensuite, de se dire, je profite de ça pour aller voler chez les gens, c'est encore plus compliqué. Et c'est ça qui est dommage, c'est que, encore une fois, quand on va mettre la main sur ces personnes-là, le problème depuis la nuit des temps, c'est les sanctions qui ne sont pas équivalentes. Oui. Vous savez, lorsque je regarde ce reportage dans une autre vie, et je travaillais pour une autre maison, j'ai eu l'occasion de couvrir le drame de la Faute-sur-Mer. Vous vous souvenez, les inondations, etc., qui avaient causé un certain nombre de morts et de victimes. Hein. Là aussi, on n'avait pas anticipé, et il y a eu beaucoup de victimes à la Faute-sur-Mer. Et on avait fait ce même reportage où les gens n'hésitaient pas à venir piller les maisons. Enfin, c'est juste lunaire. Je vais vous dire une chose, il y a des gens, et je le sais, hein, parce que j'ai cru en entendre parler certains, il y a des gens qui attendent ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'on attend toujours, il y a des gens qui profitent de certaines situations, ils savent, et c'est aussi ça qu'il va falloir, sur lequel il va falloir se pencher. Il y a des gens qui attendent. Quand vous avez une catastrophe naturelle, vous avez toujours des gens qui viennent et qui sont là pour d'autres intérêts. Et ça, c'est terrible. Les sanctions ne peuvent pas être celles d'un simple voleur, pour moi, parce que là, c'est criminel. Le mot que vous venez d'utiliser, Thierry, était le mot tout ça s'est passé parce qu'on n'avait pas anticipé, disiez-vous. Voilà, tout le problème de l'État actuellement et depuis longtemps, pas simplement du dernier gouvernement, mais depuis longtemps, c'est bien d'anticiper. Oui, mais là, vous me chauffez. Vous deux, messieurs, vous me chauffez. Les phénomènes... Parce qu'à chaque fois, vous insistez. Les phénomènes ne sont pas anticipés. Regardez, Vincent. nous en parlions hier soir, il y a un adjoint à la sécurité, Oui. à la mairie de Paris. Son obsession actuellement, c'est d'aller racketter les commerçants au cas où ils auraient leur porte ouverte parce qu'ils font tourner la climatisation. Voilà. Mais parce que pour la sécurité à Paris, là,
on n'anticipe pas. On voit tous les problèmes qu'il y a depuis le crack, on n'anticipe pas. L'obsession de l'adjoint à la sécurité à la mairie de Paris actuellement, c'est d'aller bien vérifier et surtout d'infliger des amendes de 150 € à ceux qui, malencontreusement, laissent ouvert leurs portes pour faire venir les clients. Voyez où on en est. Donc, en termes d'anticipation, je crois qu'il y a un vrai problème. Je le précise, je le redis, gouverner, c'est prévoir. Prévoir mal, c'est gouverner mal. Il y a des années que ça dure. Je voudrais écouter Aymeric Guisset sur le reportage, cette réaction, et on prolonge le débat, parce qu'on va aborder cette fameuse tribune, et je suis sûr que ça va susciter pas mal de débats entre vous. Oui, mais comme ça a été dit, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Et c'est un peu le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont prêts, qui attendent, comme on l'a dit, qui attendent les malheurs pour exploiter la situation et finalement, eux, en tirer un bénéfice. Je ne suis pas persuadé que ce soit uniquement une question d'anticipation, vu que le phénomène, on le connaît. On sait qu'à chaque catastrophe, on a des gens qui viennent faire des pillages. Je pense que c'est plutôt le souci. C'est une question, il faut une véritable révolution culturelle. Et en termes de mentalité, comment on peut faire aussi peu preuve de civisme? Comment vous pouvez comparer qu'au Japon, quand vous laissez votre téléphone dans le métro, il y a quelqu'un qui vient vous l'apporter, et qu'ici, on va piller des gens qui sont déjà dans le malheur, dont les maisons ont une chance sur 2 d'être ravagées par les flammes, et les gens se disent, mais on va tirer sur l'ambulance, on va y aller, et en plus on va aller les voler. Dans tous les cas, leur maison, elle est détruite, soit par les flammes, soit parce que vous avez des voyous qui viennent... Et c'est parfois toute une vie d'argent mis de côté pour se payer cette maison. C'est dramatique. Et le problème, il est bien plus profond qu'une question d'anticipation. C'est une question de civisme, d'éducation, de sanctions a posteriori, parce qu'il faut que ce soit vraiment, il faut vraiment que ce soit dissuasif. Je vois 2 mots à ça. Et il faut agir fort. La haine et la jalousie. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ça, faut et pas se le cacher. Une opportunité pécuniaire aussi, parce que c'est toujours plus simple d'aller voler le bien des autres que de travailler soi-même pour faire ses propres biens. Je voudrais que l'on s'attarde ce matin sur cette tribune justement publiée par nos confrères du Journal du Dimanche, où les présidents des différentes fédérations représentant des sapeurs-pompiers réclament plus de moyens. Et je vous propose d'écouter Pierre Bépois, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, qui était notre invité hier soir. Effectivement, Sapeurs-pompiers de France, appelons de nos voeux la création d'un ministère de la protection civile ou d'un secrétariat d'État de la sécurité civile, compte tenu encore une fois des conditions exceptionnelles que notre pays connaît. Finalement, cette saison estivale, cette saison feu de forêt, comme on l'appelle dans ces départements du sud-est de la France, mais dorénavant, j'ai envie de dire, dans l'ensemble des départements de France, puisqu'on voit que, y compris en Bretagne ou dans d'autres départements au nord de la Loire, on est sujet à ces départs de feu, à ces feux de forêt conséquents, on appelle effectivement à une considération propre au risque de sécurité civile. Vous voyez, Albert Bati, c'est pas un hasard si cette tribune sort là en plein mois d'août. C'est-à-dire, c'est pas. Mais je ne sais pas, mais le fait que les professionnels du feu lancent ce cri et demandent plus de moyens, c'est qu'effectivement, depuis 3 semaines. Pardon ? C'est complètement dingue. Déjà, là, on devrait être en train de pleurer. Vous avez un pompier qui dit, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour que je puisse vous sauver. Ne rien dire. Au moins, on ne peut pas leur reprocher de ne pas dire. Ils le disent. Non, mais ça, c'est bien qu'ils le disent. Mais comme on disait avec Vincent, qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Qu'est-ce qu'ils disent dans cette tribune ? Ils disent, il faudrait créer un ministère de la sécurité civile. Mais on a tous ce qu'il nous faut. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Non, mais parce que je comprends pourquoi il le dit encore une fois. Bien sûr. Bon, il faut pas. Non, mais ce sont les professionnels. Non, mais parce que c'est normal. C'est un professionnel. Il faut pas un petit peu titiller les gens qui pourraient décrocher leur téléphone et dire qu'est-ce que vous avez dit à l'antenne ? Qu'est-ce que vous avez dit à l'antenne ? Attention. Hein. Donc, on est là. Il faut qu'on le dise. Créer un énième ministère alors que les choses existent. Oui. Oublions. Le bénévolat, c'est bien. Mais ce n'est pas la solution. Il faut qu'on professionnalise les choses pour qu'à un moment donné, on puisse répondre à un vrai danger. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger. Quand on se mobilise, comme ça s'est passé là, il y a quelque temps sur le Covid, comprenez bien que c'est un danger de santé publique. Là. J'ai l'impression que personne ne se rend compte. J'ai l'impression que quand vous ne comprenez pas, quand ça brûle, il y a un effet de serre. J'ai parlé avec des spécialistes qui m'expliquent vite fait, parce que je ne suis pas, moi, pointu sur la question, mais il y a un effet de serre qui provoque, vous allez avoir beaucoup de séquelles par la suite sur pas mal de choses différentes. Il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. Quand vous avez un problème de danger naturel comme ça, vous allez avoir des conséquences autres. Et ce qui me rend dingue, c'est qu'aujourd'hui, on est là, même ce pompier, merci à lui, merci à eux tous,
Non, mais ils ont Mais- au moins le courage de Mais monter au créneau, quand non, mais même. attendez, Non, mais à un moment donné, c'est quand pas- on est face à la vie, Ouais. on peut plus parler de courage. Non, mais généralement, ils sont plutôt discrets. Ah oui, mais Là, enfin, c'est Juste- l'ensemble. Mais c'est là qu'ils devraient monter au créneau. Ils sont discrets parce que c'est des gens humbles. Les sapeurs-pompiers Et sont quand au on bord est de la pompier, rupture. On sait bien que pompiers, c'est quelque chose de très honorable. Moi, Mais- je les remercie. Mais bien C'est entendu. génial de les avoir. Mais ces gens-là, on devrait leur donner la parole en leur disant, allez, écoutez, franchement, dites ce que vous Mais oui. pensez très il faudrait- sincèrement. il Et faudrait tous les voyants sont au rouge. Oui, ah bah c'est le cas de le dire. Ah oui, non, mais c'est le cas de le dire, mais- il faudrait de toute façon, effectivement, encore une fois, recruter plus de pompiers, les professionnaliser. Vous avez raison. La preuve, c'est que on ne s'en sort pas si on ne fait pas appel aux Européens, aux pompiers européens. Il n'y a pas assez de pompiers dans ce pays pour faire face à des feux de cette ampleur qui, et c'est prévu, risquent de se... Enfin, c'est prévu, si j'ose dire. Risquent de se reproduire, voilà. Et vont se reproduire. Et oui, Guy, c'est comment C'est pas les voyants, hein, c'est les feux. Oui, sur les feux. Les feux sont rouges. Oui. Je le note. Il est 10h42. Émeric Guisset, comment vous réagissez à cette tribune des professionnels du feu? Moi, je vais être plus nuancé. Il y a un constat qui est fait sur le terrain, c'est qu'il y a un manque de moyens, qui est concret, parce qu'en fait, les pompiers font face à une situation que globalement, ils n'ont jamais rencontrée. Avec le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, on s'aperçoit, c'est que finalement, vous allez avoir une multiplication des événements extrêmes, donc pour lesquels les effectifs et les infrastructures que nous possédons ne sont pas datés, parce que c'est un fait nouveau en termes d'intensité et d'ampleur. Mais dans le même temps, quand vous regardez tenir le discours qu'il faut plus de moyens et plus d'argent et plus de personnel, tout le monde peut l'entendre et tout le monde peut être pour. Mais après, il faut regarder comment on le finance. Est-ce qu'on le finance avec de la dette? Est-ce qu'on va vers une nouvelle crise? Est-ce que Regardez comment on le finance. mais parce que ça coûte de l'argent et puis C'est ça qui est fou. oui, En ça matière de coûte. santé. On s'en moque. Mais exactement, On s'en moque on s'en totalement. Mais l'argent que vous allez mettre à un endroit, vous allez le prendre à un autre. Donc Ah après, oui, c'est oui, des on s'en arbitrages. fout. Non, mais c'est des arbitrages. Mais- ah oui, Non, mais vraiment, c'est non, pas- c'est des mais c'est ça le des problème. Non, mais on s'en moque aussi. Il est là le Émeric. souci. Non, mais- Il n'y a plus d'arbitrage à avoir. Il faut aller leur dire à ces gens-là. Non, mais- Alors attendez, on va arbitrer entre votre maison et celle d'à côté Ah non. parce que, écoutez bien, les budgets, on va les décaler. Non. Non. Non, mais On ne peut plus quand- avoir ce discours. Mais justement, mais moi je vais continuer à l'avoir. Alors allons-y. Ouais, comme ça, on va continuer à débattre. Moi, je vais continuer à l'avoir. Vous avez globalement des enseignants qui vous disent qu'ils n'ont pas assez de moyens, à Oui. juste titre. Oui. Vous avez l'hôpital qui Oui. vous dit à juste Exactement. titre qu'ils Oui. n'ont pas de moyens. Vous avez les policiers Oui. qui vous disent qu'ils sont pris pour cible, les forces de l'ordre, et qu'ils n'ont pas assez de moyens, à juste titre. Oui. Vous avez les policiers qui vous disent, Oui. les pompiers finalement, qui vous disent qu'ils sont Oui. face à une situation exceptionnelle. Non, mais là, il y a des gens. Non, mais là, il y a des gens. Non, mais on est d'accord. Oui, mais les entrepreneurs, ils ont une nature, ils Voilà. se débrouillent davantage. Non, mais même, parce ils ont que une volonté si d'entreprendre. on va là-dessus, tout le monde. Tout le monde a besoin de plus de moyens. Oui. Et la Il y question, a juste une différence. qui paye. Non, il y a une différence. Comment non, on le finance? Non. Et alors, Non. Non, mais là, il y a non, des gens, il y a une des gens dont les différence. maisons Non. brûlent, là. Il y a des gens dont les maisons brûlent. Non, mais justement, mais Non, il y a une Attendez, ne différence. parlez pas en même temps de façon à ce que le débat soit compréhensible. Pour C'est être- très intéressant, pour c'est être- passionnant, mais respectez le temps. Pour être sur la proposition, parce que plus de moyens, plus d'infrastructures, plus de Canadair, Non. on est tous d'accord. Ensuite, c'est comment on le fait. Est-ce qu'on le paye tous individuellement, ou est-ce que, parce que il y a aussi cet enjeu-là, on a besoin de plus de personnel. Mais quand vous regardez finalement à quel moment on va avoir besoin de plus de personnel, c'est dans les États du sud de l'Europe, plutôt l'été, quand on va avoir ces incendies qui sont exceptionnels, et ensuite avec le dérèglement climatique, vous allez avoir des événements exceptionnels, plutôt des inondations, l'hiver, donc dans les pays du nord de l'Europe. Et c'est là où ça a une cohérence d'avoir une protection civile très forte sur le plan national pour gérer tous les enjeux toute l'année, mais s'il y a une saisonnalité des urgences, vous pouvez mettre en commun les personnels, d'avoir une task force européenne pour finalement, l'été, c'est plutôt les pays du Sud qui en bénéficient parce qu'il y a un besoin supplémentaire, et l'hiver, c'est plutôt les pays du Nord. Et ça vous évite, parce que on pourra pas... C'est comme ça. on- C'est-à-dire que on- la on nature pourra- va nous écouter, Émeric. Mais Alors là, vous êtes en train de parler à la nature. Alors s'il vous plaît, vous allez attaquer dans le sud, et puis alors en hiver, vous allez attaquer dans le nord. Non, alors ça, Albert, ça c'est extraordinaire. Surtout que, surtout qu'Émeric, c'est plutôt l'été. mais non, et que les inondations, Émeric, c'est surtout, plutôt mais l'hiver. non, Mais ça si, c'est pas mais possible tous les puisque rapports scientifiques le justement, montrent. qu'est-ce Donc qu'on après, nous dit il faut regarder les rapports. Qu'est-ce qu'on nous a dit ces derniers jours? Exceptionnel en Gironde. C'était très peu arrivé. mais au mois J'ai d'août, entendu mais pas ce qu'en matin- Gironde, pas qu'en J'ai Gironde, entendu- pas qu'en La forêt de Gironde. Brocéliande. Pas qu'en Gironde, mais je vais aller La plus loin France, parce que ça c'est monsieur qui nous dit au nord, en hiver, au sud, en C'est été. exceptionnel en intensité, Besançon, mais vous pouvez Besançon, prévoir à quelle période, tout ça, mais non. Non, mais- vers quelle zone. on peut On plus. va recentrer le débat, mais c'est Mais vrai oui. que c'est un problème de financement aussi. Il va falloir Mais trouver c'est là, aussi parce que un tous Non, les mais secteurs. il faut Non, mais- arrêter avec Et ce vous pouvez problème de avoir une financement. question de Non, mais répartition je veux dire à que l'échelon. la rentrée, on le sait, du gouvernement va être particulièrement chaude, sans jeu de mots, parce qu'il y a tous les secteurs. On parle de la police, on parle sûr. du monde médical, on Oui. parlait des pompiers, évidemment. Je D'accord. le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron
pense à une réunion pour tirer les enseignements avec tous les professionnels. Donc évidemment, il va falloir trouver du financement. Il a raison de poser le problème. Il a raison, Émeric, de poser le problème. Planète, hein. Pardon ? Là, c'est notre Oui, planète. j'entends. Mais il faut trouver l'argent. Parce que non, mais il faut trouver l'argent, il faut arrêter. C'est pas Mais c'est Albert, pas il n'y a possible plus d'avoir ce de discours. problème. mais Il n'y a pas plus de d'argent problème. magique. On va tirer de l'argent des commerçants qui ouvrent Non, mais- leurs portes alors on va Non, en mais trouver plein de c'est- l'argent pour financer tout ça. Il y a pas de... Non, mais parce que c'est ce discours qui est important, qu'il faut mettre sur la table. On recommence comme il y a 10, 15, 20, 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut trouver de l'argent et qu'on ne se pose pas la vraie question. Ça, c'est encore un autre débat. Je suis entrepreneur, donc je comprends les questions d'argent. Hein. Je suis l'un des premiers à les comprendre. Je comprends, mais à un moment donné, et oui, si vous dépensez plus, il n'y a faut pas qu'on produise d'équilibre plus. quand il faut sauver des gens. Je suis désolé, il n'y a pas Non, mais là, d'équilibre. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'équilibre quand c'est un problème de santé publique. Et les pompiers Il y a pas disent, d'équilibre. dans la tribune, il faut revoir les priorités aussi. Bah oui, évidemment. Eux, ils vont mettre leurs priorités en avant et c'est normal. Mais moi, je le disais tout à l'heure. Émeric nous dit, OK, l'Union européenne. D'accord, mais Émeric, si ça brûle en même temps là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ah mais si ça brûle en même temps, on va mobiliser d'autres moyens. Il y a d'autres solutions. moyens. Non mais il y a d'autres solutions. très drôle. Vous regardez. Non mais ça me Ouais, fait c'est plaisir. très drôle. Ça me fait plaisir de vous faire rire sur cette matinale. On est parce pas que ce matin. Mais c'est- parce que- quand vous regardez, Surtout que les thèmes sont quand même assez. ils sont plutôt. Voilà, il y a des gens dramatiques, qui, il y a des mais gens on qui arrive à- souffrent. Voilà. Exactement. Quand Moi, je- vous regardez les pays qui sont le plus confrontés aux incendies depuis plusieurs années, vous avez l'Australie, les États-Unis notamment. Ouais, exactement. Et ça peut vous faire rire, mais moi j'insiste, les incendies c'est plutôt l'été et moins l'hiver. Qu'est-ce qu'ont fait ces Pour pays? l'instant, peut-être. Pour l'instant, au moins sur Mais on une peut pas parier échelle là-dessus. sur une échelle de 10 ans, mais vous allez voir. Qu'est-ce allait qu'on voir fait quoi Non, mais ma proposition, après vous pourrez réagir et débattre. Mais si vous me laissez pas, Laissez Émeric Guisset s'exprimer. Laissez Émeric. ça va être difficile. Donc, quand vous regardez ce qu'ont fait ces pays-là, ils ont densifié les pompiers professionnels qui sont là toute l'année parce qu'il y a Donc, c'est plus. ce que je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Laissez Mais qu'est-ce qu'ils Émeric ont fait Guisset. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi dans un deuxième temps? Vous allez avoir plus de besoins à des moments spécifiques, aux périodes des grandes chaleurs, des incendies, de la sécheresse. Ça, c'est du béaba, c'est d'évidence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup plus de pompiers volontaires avec des formations adaptées qu'ils mobilisent uniquement dans les périodes où finalement il y a un besoin exceptionnel, je suis extraordinaire, en dehors du cadre classique. Et la différence, on parlait de finances, c'est quand même important, c'est qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui soit recruté à l'année et où finalement en fait, vous avez une baisse de charge, parce que vous ne pouvez pas avoir finalement dimensionné, vous êtes chef d'entreprise, je pense que vous comprendrez parfaitement, vous ne pouvez pas dimensionner votre administration pour un cas exceptionnel et finalement après avoir des gens où vous ne savez pas ce que vous faites faire et vous avez un... Oui, ça, dans on l'administration, trouvera toujours, ça gêne On personne. aura toujours hein. après à occuper. Mais alors, vous pouvez avoir ce système-là où finalement vous densifiez en termes de moyens, vous regardez en termes finalement d'infrastructures, avoir aussi un peu d'infrastructures européennes qu'on peut se répartir entre pays, et ensuite avoir des pompiers volontaires, former des gens pour avoir du personnel supplémentaire aux périodes où on en a besoin. Avoir du personnel supplémentaire aux périodes où on n'en a pas besoin, ça n'a pas de sens. Et je pense que là-dessus, pour l'Europe, pour la France, c'est un phénomène qui est plutôt nouveau. On vit les premières conséquences du dérèglement climatique, et là où je vous accompagne, on ne sait pas si ça va être pire, on ne sait pas si... On va devoir vivre avec On ça. va devoir vivre avec ça, il faut s'adapter. Indiscutablement, les températures... Il faudra trouver des solutions. Et inspirons-nous, quand on a vu la sécheresse, inspirons-nous de ce qui est fait déjà dans les pays du Sud. L'Égypte a fait de l'irrigation pour justement sauver son agriculture et le climat était bien plus chaud et sec que chez nous. Regardons ce qui se fait dans les pays où il y a beaucoup d'incendies. L'Australie, les États-Unis ont choisi cette solution. Et a priori, ça marche plutôt bien. Albert Batty. En fait, je voudrais réagir là-dessus, parce qu'avant qu'Émeric arrive, c'est ce que je disais, de professionnaliser cette problématique, mais je vais aller plus loin. Parce que je vous dis, j'ai eu l'occasion de discuter avec des spécialistes qui m'ont dit, mais tu sais Albert, il y a quelque chose qui serait intelligent à faire. C'est que les personnes dont on parle aujourd'hui, réserve citoyenne en plus, où les gens déjà, pourraient s'engager. Mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, parce qu'on a des secteurs d'activité, on va former des pompiers, on va former des infirmiers. Mais aujourd'hui, vous avez des corrélations dans ces différents secteurs qui peuvent se rejoindre. Vous pouvez former aujourd'hui un pompier qui sera aussi un infirmier, qui aura aussi d'autres capacités que vous garderez en réserve. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est des gens qui doivent être là, puisque là, on aura ces événements tout au long de l'année à différentes périodes. Et c'est ces gens-là qu'on va mobiliser, mais qui seront des professionnels, qui seront formés en règle générale, en temps normal et continuellement.
et qui seront capables d'intervenir. Ça suppose de s'arrêter, de penser, d'imaginer. On n'a pas besoin de s'arrêter. Pour penser, moi, j'ai pas besoin de m'arrêter. Si. Moi, mon cerveau, il réfléchit tout le temps. Non, je vous assure. Que je sois en train de courir, que je sois en train de manger. Non. Alors ça, je ne doute pas 2 secondes. Hein. La pensée réclame de larges tranches de temps, disait Rimbaud. Je crois qu'il faut s'asseoir, effectivement, penser, prévoir, imaginer sont des bonnes solutions. Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu de tel sur le terrain. Et puis surtout, on n'a rien vu de tel parce qu'ils ne veulent pas le faire. Et puis surtout peut-être en revenir à un certain bon sens. Je crois que ce qui manque beaucoup chez nos gouvernants, c'est simplement du bon sens. S'arrêter, réfléchir et revenir à un peu de... Surtout pas leur demander de s'arrêter et encore moins de réfléchir. Je vous en supplie, ne faites pas ça, on va s'y perdre. Bon, alors, pour conclure sur cette tribune, pour vous, elle n'était pas nécessaire, elle n'est pas importante. Si, parce que je vais aller dans le sens des pompiers. Sérieusement. Non, mais parce que c'est un appel de détresse. Mais oui, c'est un appel de détresse. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Réagir à ça. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Oui, mais moi j'aimerais bien que ces pompiers-là, à un moment donné, puissent se dire, allez, c'est pas anodin quand même. Oui, mais ces gens-là, ils sont humbles, donc ils disent pas les choses comme elles sont. Les choses comme elles sont, c'est à un moment donné, c'est pas un appel, c'est pas de la détresse. Il faut y aller, point barre. Il n'y a pas à discuter, ok ? Ou alors vous regardez brûler et point barre. Vincent Roy m'accompagnait hier soir dans l'émission que j'avais le plaisir d'animer et vous avez assisté en direct à ce cri du cœur de ce pompier. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Oui. Ils sont en oui, c'était un cri du cœur et on le sentait en détresse. Et on le sentait en détresse. On l'a vécu en direct. Cette tribune. Elle n'est pas due au hasard. Je suis désolé d'insister, mais elle n'est pas due au hasard. Elle n'est pas due au hasard, mais encore une fois, c'est pas normal si vous voulez. Parce que là, voilà, on est là, cette personne est en détresse, mais c'est pas normal. C'est un professionnel. On doit tous s'aligner derrière et de dire, il n'y a pas possibilité pour cette personne-là d'avoir ses propos à l'antenne. Ça ne devrait pas exister. Mais là, situation exceptionnelle, et on se rend compte des difficultés de la France de lutter contre ces incendies. Et encore, on a eu l'aide européenne. Oui. Donc, vous me disiez tout à l'heure, le président va réunir. On verra. On verra pas. Non, j'ai pas dit on verra. Non, mais moi, j'ai pas dit ça. Je vous dis simplement qu'on parle d'une réunion potentielle à l'Élysée. Voilà. Une réunion potentielle. Non. Il n'est pas encore confirmé. Une date. Il faut rassurer ce pompier, lui dire on a entendu l'appel de détresse, c'est prévu pour tant. Vous voulez vous asseoir ? On va s'asseoir. C'est prévu à telle date. Vous voulez réfléchir ? Parce que vous avez besoin de réfléchir. C'est prévu à telle date, à telle heure. Faut qu'à un moment donné, vous savez, ça rassure juste les gens. Vous savez, c'est comme vous attendez de traverser. Oui. Puis qu'on vous met le décompte. Traversez plus bêtement parce que vous savez que ça va arriver. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est rassurer les gens. Et puis, Aymeric, de leur donner un planning. Et puis, écoutez, on va voir. Ce que je peux vous dire, et je voulais qu'on insiste là-dessus, c'est que la réunion va être organisée à l'Élysée. Pas la date. Mais cette réunion est prévue. Oui, mais voilà. Merci. Thierry. Non, mais c'est important. Thierry, une dernière chose. Non, mais attendez, super. Elle pourrait ne pas avoir lieu. Elle est prévue. Les pompiers ont besoin de savoir que leurs cris d'alarme ont été entendus. A été entendu, oui. Bien sûr. Parce qu'il y a une nécessité de réfléchir nos politiques publiques. On aura besoin de tout le monde autour de la table. Messieurs, on débat, on décrypte. Les débats sont très animés ce matin sur Midi News Weekend. On marque une pause publicitaire et on se retrouve avec plein d'autres sujets. Ne zappez pas, vous êtes bien sûr CNews. Allez, bienvenue, vous êtes sur CNews, il est quasiment 11h, c'est Midi News Weekend qui se poursuit jusqu'à 13h. On débat, on décrypte avec mes invités, mais tout de suite, place à l'info avec Arthur Muriot. Hier, en milieu de journée, le feu a repris dans le Jura. Il avait pourtant été fixé le matin même. Près de 150 hectares supplémentaires ont été ravagés par les flammes. Au total, 800 hectares de végétation ont été détruits dans ce secteur. 300 pompiers ainsi que des moyens aériens sont toujours mobilisés. Nouveau pas en avant vers l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Emmanuel Macron a signé le protocole de ratification de l'adhésion des deux pays. Celui-ci avait été adopté par le Parlement français au début du mois. Il faut désormais que les 30 pays membres le signent pour qu'ils puissent enfin bénéficier de la protection de l'OTAN. Mais la Turquie menace toujours de geler le processus. Dans la rivière Oder, coulant entre l'Allemagne et la Pologne, des milliers de poissons ont été retrouvés morts. Une enquête est en cours pour découvrir la cause de ce que la ministre de l'écologie
l'écologie allemande qualifie de désastre environnemental. En attendant, la population locale est appelée à rester éloignée de cette rivière. Pour son premier match à domicile de la saison, le PSG a battu Montpellier 5-2. Il prend donc la tête du classement de Ligue 1. Un retour sur la pelouse du Parc des Princes qui signe aussi le retour de Kylian Mbappé. Le joueur a manqué un pénalty, mais il s'est vite rattrapé avec un but à la 69e minute. Et en garde de but. Merci Arthur, on vous retrouve dans 30 minutes. Midi News Weekend se poursuit. Je vous présente mes invités. Albert Bati, entrepreneur et essayiste. Soyez le bienvenu, cher Albert. Vincent Roy, journaliste et essayiste. Et Aymeric Guisset, secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion Le Millénaire. On va parler de la sécheresse, messieurs, si vous le voulez bien. Face à la pénurie d'eau, il n'y a pas de petites économies. L'effort doit être commun, mais certains ne le voient pas de cet œil. C'est le cas pour de nombreux automobilistes qui continuent de se rendre dans les stations de lavage. Face à la sécheresse, laver sa voiture est désormais interdit dans de nombreux départements. Une mesure annoncée par arrêté préfectoral. On regarde le reportage de Célia Judas et je vous fais réagir juste après. Mais moi, c'est juste un coup de cire que je mets. Dans cette station de Bron, dans le Rhône, toutes les excuses sont bonnes pour laver sa voiture. Pourtant, le département est classé en alerte sécheresse. Il y est formellement interdit de laver sa voiture, une mesure que beaucoup semblent ignorer. Si j'avais su, je l'aurais pas fait. Moi, je fais vraiment ça au plus économique. Si vous voulez, quand on tire une chasse d'eau, ça fait 6 litres. Hein. Donc, si vous voulez, si on économise l'eau, ce que je fais pour la chasse d'eau, je pense que c'est pas à rougir de mon utilisation. Parmi les 10 000 stations de lavage en France, la majorité est concernée par cette interdiction. Mais dans les faits, la plupart restent ouvertes pour les professionnels. Gage aux utilisateurs de faire preuve de civisme. Monsieur qui est là-bas, lui, il a le droit de laver parce que c'est un taxi médical. Ah d'accord, là je sors, les flics qui m'arrêtent. Non, parce que vous avez fini. Ah. Mais avant, oui. Avant, oui. Tout est marqué. Ils ne peuvent pas laver, ils lavent pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, je ne peux pas interdire les gens de venir de laver, machin, tout ça. Moi, je ne suis pas policier, moi. Je lave des voitures, moi. C'est bien beau de me faire des restrictions d'eau, de tout ce que vous voulez. Mais nous, on veut savoir qui c'est qui va nous payer. En moyenne, un lavage au jet à haute pression consomme 60 litres d'eau, soit l'équivalent d'une très longue douche. Pas simple, hein, Vincent Roy, faire preuve de civisme dans de telles conditions. Il a raison, ce commerçant. Il n'est pas policier. Lui, il gagne sa vie en lavant des voitures. Et il dit, qui va me payer? Ce que disait Aymeric tout à l'heure à propos de l'argent, vous disiez il faut trouver, voilà, est-ce qu'on va avoir l'argent, etc. Mais il me semble bien qu'à une époque, on ne s'est pas préoccupé de savoir si on avait de l'argent ou pas. C'était un quoi qu'il en coûte. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir un quoi qu'il en coûte pour les incendies, pour la sécheresse? Alors, il y a quoi qu'il en coûte pour le Covid et pas quoi qu'il en coûte quand on se fait brûler sa maison, pas de quoi qu'il en coûte pour les pompiers, pas de quoi qu'il en coûte pour les moyens qu'on peut mettre dans les années à venir pour tout ce qui va nous arriver du point de vue des feux. Alors, il y aurait un quoi qu'il en coûte à deux vitesses. Non. Quand il y a une urgence sanitaire, comme le rappelait Albert, eh bien, le quoi qu'il en coûte doit fonctionner. Albert, une réaction. Albert ne réagit plus, là. Vous l'avez scotché. Si, parce qu'en fait, je suis très amusé parce qu'il dit si j'avais su, j'aurais pas. Si j'aurais su. On est d'accord, je voulais pas remettre cette petite faute, mais je répète, je vais la refaire, la phrase. Si j'avais su, j'aurais fait différemment. J'aurais quand même pris de l'eau, parce que j'avais besoin de le prendre, mais je me fous de ce qu'il y ait une sécheresse. Bon, encore une fois, c'est ce que je vous dis, je crois qu'on ne prend pas conscience. Quand vous faites là ce reportage, ce qu'on voit chez ces gens-là, je ne parle pas du professionnel. Le professionnel, je vois tout à fait ça. Non, mais je vois la vision du professionnel. De toute façon, il n'a pas le choix. Si on n'a pas le droit d'arroser, on n'a pas le droit d'arroser. Hein. Voilà. Si on n'a pas le droit de laver les voitures, on n'a pas le droit de laver les voitures. Donc, évidemment, l'effet domino, il est immédiat. Limite, il a raison sur quelque chose, il fait le job. Il met ce qu'il faut. Il y a les interdictions, il les écrit, et puis faites comme vous le voulez, je ne suis pas flic. Lui, c'est un cas à part. Mais regardez bien ce qui est dit dans le petit sujet. Vous avez des gens qui ne prennent pas conscience. Je viens déjà, vous lavez votre voiture. Vous savez, ça me fait penser, vous êtes dans le désert, vous avez plein d'argent, vous avez un sac d'argent, vous allez crever. Il y a de l'eau, puis je garde mon oseille, mais l'eau, je m'en tape. J'ai l'impression que c'est exactement l'effet que ça me fait, ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience
de ce que c'est que l'eau. Tu vas laver ta voiture. Non mais soyons sérieux, là, on est dimanche matin, on est 14 août, je pose la question très sincèrement. Il y a un problème de sécheresse, et toi, tu me dis, tu vas laver ta voiture. On est sérieux, là. C'est-à-dire que là, il faut que je débatte là-dessus. Émeric, je t'enfile le bébé. Parce que là, je ne sais pas quoi dire. Il y a un manque d'eau. Non, mais je suis là. Ta voiture. Albert, regardez-moi, je suis là. Je vois que vous adressez aux téléspectateurs. Parce que vous faites un sujet à CNews. Génial, c'est génial. Le 14 non, mais c'est important. C'est important. Mais ça divertit un petit peu. Mais le but n'est pas de divertir, c'est de sensibiliser. C'est pas le but de divertir. Je suis à la gorge. Non, mais Albert. Je vais laver ma voiture. Albert. Il fait une comparaison avec ses chiottes. Ouais, non, mais Albert, le sujet est sérieux. Il est très sérieux, mais c'est pour ça que ça me fait un peu sourire. J'ai besoin un petit peu de... Oui, je comprends. Et c'est un petit peu le stress, quoi, de se dire, attends Albert, détends-toi, parce que c'est... Vous me dites, il est sérieux. Vous-même, vous dites, il est sérieux, le sujet. Ben oui, parce que mais lui, est-ce qu'il est sérieux? Ça suit de sensibilisation. Mais est-ce que lui est conscient de ce que vous lui faites dire, là? Ben oui, mais attendez. Est-ce que vous êtes conscient que vous lavez votre voiture et qu'il y a de la sécheresse? On fait passer le message. Et Émeric. Oui, c'est dramatique. Moi, je suis d'accord tout à fait que sur le commerçant, c'est pas son rôle de faire la police. Il faut pas confondre les rôles. C'est pas sa mission. Mais les images, elles sont dramatiques parce que dans le même temps, vous avez des agriculteurs qui n'arrivent plus à abreuver leurs bêtes ou qui n'arrivent pas à les alimenter et qui disent finalement, je vais vendre ma bête, on va aller à l'abattoir. Sauf qu'après, le cheptel, il faut entre 3 et 4 ans pour le reconstituer. Et en fait, c'est des conséquences qu'on va garder sur le long terme. Et sur l'usage de l'eau en période d'urgence, de crise, actuellement, on a vu les priorités. C'est l'eau potable pour les Français, pour les usages vitaux, se doucher, s'alimenter. Et ensuite, protéger l'agriculture parce qu'une agriculture qui... Si on perd notre capacité agricole sur une sécheresse, on va prendre des années à la reconstituer, alors qu'on a une crise alimentaire mondiale actuellement à cause de la guerre en Ukraine. C'est pas possible d'agir dans cet état d'esprit-là. Et ensuite, le troisième pilier, on ne peut pas revivre chaque été la même chose. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement, Émeric, j'ai le sentiment qu'en vertu de tous les débats qu'on a pu mener depuis quelques temps, on va devoir s'habituer à ce genre de situation. La Méditerranée est à 30 degrés. Exactement. Mais la Méditerranée est à 30 degrés. Je les ai mis en Corse, l'eau n'a jamais été aussi chaude. Les infrastructures pour avoir les réserves d'eau, pour éviter de vivre des pénuries et sauver notre agriculture l'année prochaine. Mais attention, les réserves d'eau, on l'a évoqué ici sur ce plateau aussi, on a bien vu, 2 réserves d'eau ont été détériorées en Vendée, 1 million de dégâts pour 50 agriculteurs vendéens. Oui, pourquoi ? Parce que les écologistes condamnent ces retenues d'eau. Là aussi, il y aura une question de sensibilisation, de civisme, de sécurisation, de condamnation des gens qui vont détériorer. Parce que finalement, quand on va faire des réserves d'eau, que ça va être d'une ressource vitale en fait en période de sécheresse pour les bêtes, pour les agriculteurs et même pour les riverains, il va falloir qu'il y ait des sanctions qui soient d'une ampleur cohérente avec le risque que ces gens vont faire prendre aux gens qui travaillent, aux habitants, aux riverains. Et il va falloir qu'on s'aligne parce que c'est pas possible de faire des investissements qui sont nécessaires pour avoir une capacité d'eau et des réserves d'eau, et en même temps laisser des personnes, parce qu'elles ne sont pas d'accord, ils vont détruire parce qu'on ne va pas dans leur sens. Ce n'est pas possible. Émeric, une question. Juste, je voulais revenir parce que vous parliez à juste titre de la difficulté des éleveurs. Et vous avez bien raison de le souligner, puisque une aide de l'État pour ces éleveurs va devoir s'imposer, mais dans le même temps, ou en même temps, comme dirait le président Macron, il faut savoir qu'on met des coûts à l'élevage. On est en train de signer, du point de vue de l'élevage et de l'élevage ovin, on est en train de signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc, sécheresse, difficulté énorme des éleveurs qui doivent vendre leurs bêtes, ils ne peuvent plus les nourrir. Et puis, de l'autre côté, on signe des accords de libre-échange, notamment là, en l'espèce avec la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que sur la filière, on lui met des coûts. Donc là encore, il va falloir discuter de tout cela plus avant, puisque les choses qui sont à l'œuvre me paraissent de nature à mettre en péril notre élevage. Donc là, il y a des choses très graves qui sont en train de se passer. Je voulais qu'on avance un petit peu, parce qu'on a quand même beaucoup de sujets à aborder. Un sujet plus léger, puisque c'est bien connu, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Les paludiers de Guérande, même si, évidemment, ils se montrent très solidaires de leurs collègues agriculteurs, se frottent les mains, puisque la récolte de sel s'annonce comme une année record. Regardez ce reportage de Célia Judas, tourné du côté de Bas-sur-Mer. Très bel endroit. Cette année, la récolte de sel bat son plein. Sel, soleil et sécheresse sont là. Une combinaison gagnante qui annonce une bonne saison 2022. Les paludiers espèrent une production d'un peu plus de 2,5 tonnes, contre 1,8 en 2021.
De quoi leur mettre le sourire aux lèvres. Pour faire du sel, il faut du vent, le soleil, la chaleur et de l'eau de mer. Donc tous les éléments sont là en fait pour qu'on puisse continuer. On est content, on voit l'état grossir, on voit tout. On n'a pas les dollars qui s'affichent dans les yeux, mais presque des fois. Mais malgré leur enthousiasme, les fortes températures et le manque de précipitations rendent ce travail physique plus pénible. On est satisfait, bien sûr. Après, voilà, le stock, ça va avoir un coût. C'est surtout la fatigue. Les gars, ils sont fatigués, ils commencent à être un peu irrités. C'est physiquement, quand on est toute la journée, ou une grosse partie de la journée au soleil. Voilà, physiquement, il va falloir qu'il y ait une petite pause. Là. De longues journées attendent encore les paludiers. Si la sécheresse persiste, la saison pourrait bien durer jusqu'à octobre, contre mi-septembre habituellement. Voilà, je voulais avoir une petite note un peu plus légère. Albert Bati, effectivement, quand il fait beau, les producteurs de sel, les paludiers ou les sauniers, parce qu'on dit paludier à Guérande, on dit saunier à Noirmoutier. Vous saviez ça? Non, je ne savais pas. Eh bien voilà, paludier à Guérande, saunier. Vous êtes bien sur CNews. Là, je pourrais apprendre. Merci beaucoup. Non, c'est je vous en prie. Très sympa. Non. Il faudrait me l'emballer la prochaine fois. Non, mais voilà. Ça me fait juste penser en fait aux traders, quoi. C'est-à-dire que systématiquement, il y en a qui misent des fois sur malheureusement certaines. Sauf là, ils ne peuvent pas miser sur la non, météo. Eux, ils misent pas. Parce que c'est pas une source exacte, on le sait très bien. Là aussi, c'est-à-dire on va pas. Ils bénéficient d'un problème climatique. Bon. Là, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise franchement, top, ça ne leur arrive pas non plus non, ça tout le temps. Tous les ans, je confirme. Donc là, comme vous le disiez, un petit peu plus de légèreté, ça me fait juste penser à ces gens qui misent des fois contre un pays qui va sombrer, puis qu'eux vont prendre de l'argent. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas misé. Ils avaient misé sur du sel. Le sel, c'est un peu leur boulot aussi. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, les traders, c'est leur boulot aussi. Hein. Donc, oui, c'est juste le fait, en fait, de dire, voilà, il y a toujours des gagnants. Mais ça, par contre, c'est sympa d'ailleurs de l'avoir mis dans la même émission que là où il y a des gens qui vont profiter d'aller voler chez des personnes de façon délibérée avec un civisme dégueulasse, hein, finalement. Et puis ces gens qui se disent, bon, bah, ça nous tombe dessus. Et puis en plus, c'est sympa parce que vous avez vu, ils bossent quand même. Ils vous disent, il y en a peut-être un peu trop. On va peut-être manquer de moyens, de moyens humains. Peut-être pas de moyens financiers, ça va créer et de moyens humains. Voilà. J'étais en train de penser ça. Parce que moi, c'est entrepreneur. C'est un entrepreneur. Et en plus, je suis spécialiste de l'emploi. Je me disais, tiens, peut-être qu'on va aller leur donner... Bon, je voulais pas... ça me paraissait important, justement, de terminer sur... Oui, pour rétablir l'équilibre. Pour rétablir un peu l'équilibre, ça ne suscite pas de débat spécifique. Non. C'est voilà. une bonne nouvelle pour eux. Après, on ne peut pas se féliciter de la situation globale de réchauffement de dérèglement. Mais... Et je suis très heureux d'avoir appris à Albert Bati que voilà, la différence entre saunier et paludier, c'est la même chose, mais la dénomination n'est pas la même. On va aborder un thème plus sérieux, puisqu'à l'approche de l'Assomption, le ministère de l'Intérieur a demandé de renforcer la sécurité auprès des lieux de culte. Nous sommes rendus à la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, où le recueillement des catholiques a été perturbé dans les prochains jours. Reportage de Thibaut Marcheteau. À proximité de cette paroisse de Saint-Germain-en-Laye, et comme devant tous les lieux de culte catholiques de France, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholiques, notamment lors des offices qui seront organisés le 15 août. La réaction des paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée. C'est important, mais c'est dommage d'en arriver à ce genre de mesures. Pourquoi pas, mais enfin je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la faire, parce qu'on peut pas être derrière, il peut pas être derrière chaque personne qui rentre dans l'église. Moi je me sens en sécurité, je suis entourée de mes frères, donc alors je me dis le Seigneur fait le reste, hein, voilà. Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Taupin. Qu'il soit là au moment des grands rassemblements, c'est bien, c'est bien. De toute façon, on ne sait jamais, et puis l'ambiance porte à cela en ce moment. Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption. Albert Bati, c'est pas un hasard si nous sommes allés tourner au sein de cette paroisse, puisqu'il y a eu un incident. Vous comprenez un peu cette décision de Gérald Darmanin dans le contexte actuel ? Je pense que ça va pas plaire ce que je vais dire.
En fait, pas vraiment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand il y a des attentats dans des lieux cultes, moi, ça me ramène à un événement qui s'est passé aux États-Unis, dans les années 60, à Birmingham, où le Ku Klux Klan avait posé une bombe. Là, ça avait fait d'énormes dégâts et on était face à des malades mentaux, j'ai envie de dire, qui posent la dynamite. Tous les événements qui se sont passés en France sont des cas isolés. J'ai jamais vu un événement, en tout cas, ma mémoire ne me le rappelle pas aujourd'hui, alors vous serez peut-être là pour me dire, mais si Albert, il y avait tel événement, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'acte aussi grave que celui que je viens de vous décrire aux États-Unis. Et heureusement. Oui, c'est pour ça. Et heureusement, avec des professionnels qui viendraient faire. Pourquoi ? Déjà, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a ce côté sacré. Un lieu culte, c'est un lieu de paix. C'est un lieu de... c'est là qu'on vient se poser, réfléchir. Et il y a encore, aujourd'hui, des gens pour le penser. Donc, tous les événements que j'ai vus ces dernières années, il y en a eu. Il y en a eu, la mort de certains prêtres. Mais c'est des événements isolés. Donc, comme le disait cette dame, là, vous ne pourrez rien y faire. On n'est pas face à des gens qui viennent mettre une bombe ou perpétrer qui arrivent à plusieurs dans une église, s'enferment et puis commencent à tuer tous les gens. En France, je n'ai pas vu ça. Donc, si vous voulez, par rapport à ce constat, ce simple constat, certains vont me tomber dessus parce que oui, mais tu ne te rends pas compte. Dans un instant, je vous laisse terminer. D'accord, ça arrive. C'est juste de dire, aujourd'hui, je ne vois pas là, justement, l'intérêt d'en faire quelque chose de... Mais si Gérald Darmanin prend cette décision, c'est peut-être, on peut penser qu'il a quand même quelques informations d'une dangerosité potentielle. Alors, à ce moment-là, soit... même si on peut penser qu'il n'y aura pas des policiers devant chaque lieu de culte, évidemment. Oui, mais c'est encore une fois les policiers. Oui, c'est la vigilance. Je vous dis encore une fois, il ne s'agit pas là d'actes perpétrés par des groupes. C'est toujours des personnes isolées. On le dit avec une déficience mentale pas très nette. Donc, quand vous me demandez, moi personnellement, sur le constat que je fais ces dernières années, je dis bon, là, malheureusement. Non, mais là, il est dans son rôle. Non, mais lui, il est dans son rôle. Moi, je regarde la pertinence de faire ça, alors qu'on a besoin de policiers dans pas mal d'autres endroits. Oui, non, mais Albert, le fait, quelqu'un qui voudrait commettre un mauvais coup, qui voudrait, ou même un déséquilibré, le fait de voir une présence policière à l'entrée peut être tout de même quelque chose de très dissuasif. Il faut aller en parler à Salman Rushdie, alors. Oui, non, mais... Il a une protection. Non, il n'en avait pas, justement. C'est bien le problème. Il en avait une, mais... Oui, elle était très légère. Il en avait une. C'est vrai qu'on peut se poser la question sur la façon dont l'agresseur a pu l'approcher d'aussi près. Bien sûr. Il en avait une. Mais souvent, quand Macron se prend une gifle, c'est ce genre de choses, Vincent. Désolé de vous le dire. Vous avez affaire à un forcené. Oui, bien sûr. Vous avez affaire à quelqu'un déterminé. Il faudrait systématiquement avoir un cordon. Oui, mais je crois que si le ministre de l'Intérieur fait ça, c'est qu'il doit avoir des informations que nous n'avons pas et qu'il l'oblige d'une certaine façon à... Là, pour le coup, à... Il faudrait en parler, parce que je vous dis encore une fois, le constat que je fais aujourd'hui... Oui, j'entends bien. On a affaire à des personnes isolées. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Mais moi, Albert Baptiste, je regarde, je dis, par rapport au fait que dans les églises, dans les lieux cultes, ce soit souvent des personnes isolées. Albert, est-ce qu'il y a une pertinence à développer à certains moments précis autant de policiers ? Personne n'a oublié ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray. Non, mais ça, je veux dire, personne n'a oublié. Vous avez Saint-Étienne-du-Rouvray, et même sur des individus isolés, il y a une tentative d'attentat qui a été empêchée avec une voiture qui était chargée de bonbonnes de gaz et où la personne, où ils n'étaient pas énormes, je crois qu'ils étaient 1 ou 2, avait prévu de faire exploser à proximité d'une église. Donc il y a une menace qui existe. Là, en plus, c'est le 15 août, donc il y a un moment particulier où on peut légitimement penser que ça peut inciter à des événements plus ou moins tragiques. Et ensuite, quand vous regardez à l'échelle d'une année, il y a les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont publiés chaque année sur les actes anti-religieux. Les actes anti-religieux sur les 3 motifs sont en forte augmentation depuis 5 ans. Et quand vous regardez le détail, vous avez 50%, il y a à peu près 1700 faits anti-religieux par an. La moitié, c'est des actes anti-catholiques, anti-chrétiens. Et vous avez une menace, vous ne pouvez pas dire que la menace n'existe pas. Il y a un besoin de protection, que ce soit un dispositif qui soit spécifique sur une date clé, parce qu'il y a des menaces d'attentat, peut-être que le ministre de l'Intérieur a des informations qu'on ignore,
Mais on ne peut pas ignorer la tendance où il y a une augmentation de ces faits, oui, tout à fait d'accord. où les faits sont de plus en plus violents, où on a tous en tête des événements dramatiques, des attentats, même un déséquilibré qui rentrerait avec un couteau ou quelque chose comme ça, on ne sait pas comment ça peut finir. Et des policiers, des forces de l'ordre à proximité, ça peut être dissuasif déjà pour pas que la personne un peu déséquilibrée, si c'est le cas d'un déséquilibré, essaye de le faire. Et si c'est quelque chose d'organisé, on a plutôt intérêt d'avoir des personnes, des primo-intervenants dans le système de sécurité qui soient prêts à intervenir le plus rapidement possible pour éviter d'avoir quelque chose de catastrophique si le dispositif en plus est organisé et d'une ampleur beaucoup plus importante. Moi, ça me paraît tout simplement du bon sens. Tout à l'heure, vous nous parliez de répartition, d'équilibrer les choix. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais écouter Émeric qui nous parlait tout à l'heure de répartir un petit peu les choses. Je fais un constat, je fais une analyse, je me dis, tiens, mon collègue me parlait de quelque chose tout à l'heure. Peut-être qu'on n'a pas la même évaluation des risques. Moi, j'estime que c'est exactement là où je voulais en venir. Mais on n'a pas la même analyse. Je vais aller dans votre sens, Émeric. Parce que maintenant, si on revenait au sujet de tout à l'heure, vous voyez, comme quoi on n'a peut-être pas la même évaluation des risques. Ouais. Et sur cette... Moi, ce sera mon petit mot de la fin. Mais parce que celui-là, c'est vraiment grâce à vous. Je vous remercie ce dimanche 14 août de m'avoir amené à ça. Vincent Roy, non, je pense que vous comprenez le communiqué. Oui, je comprends que peut-être M. Darmanin a des informations que nous n'avons pas. Je comprends aussi que dans la société dans laquelle nous vivons, la question religieuse devient une question sensible, j'oserais dire une question inflammable, pour reprendre le sujet de départ, et que peut-être il faut protéger et prévenir un certain nombre d'attentats qui pourraient être perpétrés ou d'actes terroristes ou non d'ailleurs, mais d'actes violents. Isolés, c'est important de le dire. Oui, isolés pour l'instant. Isolé pour l'instant. J'espère que voilà. Mais je fais de temps en temps. Oui, mais ils disent voilà, on a déjoué tel attentat, on a déjoué tel groupe qui est en train de se mobiliser pour faire ça. Donc ce serait ça qui serait intéressant de savoir. Est-ce que aujourd'hui les menaces sur les lieux cultes sont faites peut-être M. Darmanin a-t-il ce type d'information. Nous ne l'avons pas. Est-ce que ce sentiment d'insécurité est légitime, Émeric ? Il est légitime parce qu'en fait, vous avez une mutation. Si on regarde, on sort de la loupe, on regarde un peu au global, on était plutôt sur un phénomène de sécularisation à l'échelle des sociétés occidentales où il y avait une sortie du fait religieux et finalement, on est plutôt vers aux États-Unis, c'est une sécularisation avec Dieu. En France, c'était plutôt une laïcité, mais il y a eu plutôt ce phénomène-là. Là, on a une mutation, c'est qu'on a, à l'échelle du monde, un retour du fait religieux. Et donc, on a des confrontations et des zones de friction qui sont de plus en plus importantes avec la menace terroriste de l'islamisme et de l'islam terroriste. Donc, il y a cette menace-là qui monte, qui fait des victimes dans les différentes sociétés occidentales, mais aussi dans les pays musulmans. Donc, il y a un retour du fait religieux, il y a une menace qui est légitime parce qu'il y a une augmentation de ce risque. Et laisser dire et entendre que parce que c'est des personnes isolées, il ne faut pas agir, il ne faut pas mettre des dispositifs. Vous dites, c'est une personne isolée, donc oui, c'est pas grave. Mais Émeric, vous avez aux États-Unis une personne isolée. Vous avez aux États-Unis avec les problèmes des attention parce que les téléspectateurs nous écoutent. J'ai jamais dit ça. Une personne isolée. Jamais je pourrais me permettre de dire que c'est pas grave. Jamais, impossible. Je dis juste, on a aujourd'hui, et vous le disiez vous-même puisque j'ai repris vos propos, on a des choix à faire. Je dis que dans les lieux cultes aujourd'hui, on regarde le nombre d'agressions qu'il y a eu. On regarde le nombre de personnes qui ont perpétré ces attentats ou ces actes terroristes, je dis qu'aujourd'hui, la façon dont on a de mobiliser les forces de l'ordre... c'est sur une journée, là. Voilà, vous trouvez légitime que sur une journée où le risque... C'est demain 15 août. C'est demain 15 août. Je n'ai pas dit que c'était légitime. J'ai dit que moi, personnellement, je ne le ferai pas. Voilà. Mais c'est que et en plus, il n'y a pas de choix à faire. Et en plus, parce que justement, ce jour-là, ce jour saint, on a besoin de calme. Oui, mais Albert Bati, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites et j'espère qu'il ne se passera rien, évidemment. Mais imaginez qu'il se passe quelque chose et que le ministre n'ait pas pris cette mesure. Mais c'est pour ça que lui, il est dans son rôle. Ah oui, non, mais on ne peut pas lui reprocher. Et je lui reproche pas. Non, mais on peut pas lui reprocher. Et je ne lui reproche pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe, il y a des moments. Il y a des endroits, il y a des choses, je trouve qu'on ne devrait pas les médiatiser. Aujourd'hui, c'est un moment de
de repos, de recueil et d'effrayer les gens. C'est-à-dire que quand certaines personnes entendent ça, elles peuvent se dire, est-ce que j'ai envie? Oui, elles peuvent aussi être totalement rassurées. C'est pour ça. Il y a les deux. Il y a peut-être un peu des deux. Oui, il y a les deux phénomènes peuvent se passer. Je crois que rassurer les croyants, de manière générale d'ailleurs, c'est vrai pour les églises catholiques, mais c'est vrai aussi pour. C'est pour tous les lieux de culte. Alors. Pour les synagogues, c'est pour tous les lieux de culte, y compris pour les mosquées, j'imagine aussi. Bon, voilà, c'est pour tous les lieux de culte. Je crois que rassurer les croyants n'est pas une mauvaise chose. Non, mais de toute façon, je suis certain qu'il l'a pas fait au hasard. C'est pas quelqu'un qui s'amuse et qui tire les cartes le matin. Donc ça a été fait pour des raisons bien précises. Je dis juste qu'aujourd'hui, ça c'est le point de vue du croyant. Je suis catholique et c'est vrai que c'est des endroits... Je ne veux pas laisser la chance aux terroristes de nous terroriser psychologiquement. Je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas, quand je vais à l'église, voir des policiers, quand je vais me recueillir ou que je suis dans un moment de paix. Voilà, c'est l'être humain qui parle en ce dimanche. Précision, les policiers ne sont pas dans le lieu de culte, mais ils sont à l'extérieur. Ouais. C'est peut-être un problème, ça aussi d'ailleurs. Non, mais ça doit être les contrôles, ça doit être la peur des contrôles. Messieurs, on arrive au terme de cette première partie de BD News Weekend. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'avais autour de moi Albert Batti, entrepreneur et essayiste. C'est la première fois que je suis sur mon plateau. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Vincent Roy, journaliste et essayiste, et Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion Le Millénaire. La deuxième partie de Midi News Weekend avec un autre plateau d'invités, c'est dans quelques instants. On marque une pause de publicité. Belle matinée, vous êtes sur CNews, à tout de suite.